Dans cet épisode, on accueille un profil d'exception. C'est un jeune pilote mahorais qui travaille chez EWA Air aujourd'hui. C'est une personne que j'admire beaucoup par son leadership, son état d'esprit et son ambition et ses valeurs. On vient d'ailleurs du même village, donc obligé de faire la connexion avec Armel Madi. Comment tu vas? Ah, ça va super et toi? Ça va super. Merci de m'accueillir. Non, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Aujourd'hui, pour commencer un peu l'interview, moi j'aime bien commencer l'interview avec ma question préférée. La question c'est pourquoi tu as décidé de devenir pilote? Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre une décision? Pourquoi pilote? Écoute, moi je pense que si tu poses la question à 90% des pilotes, ça va être la même réponse, ça va être la passion. Moi je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais je sais que ça a commencé très jeune. J'étais passionné par ce domaine-là, l'aviation. Tu sais, ces grosses machines avec plein de boutons, tu sais, c'était assez impressionnant. Et je sais que très jeune, je me revois regarder les avions, contempler ces machines-là, comme je viens de dire, et me dire, putain, punaise, j'ai envie de travailler là-dedans, quoi. Mais du coup, c'est quoi tes premiers souvenirs dans un avion? D'aussi long que je me souvienne, vraiment le premier souvenir que j'ai en tête là tout de suite quand tu me dis ça, c'est moi assis dans un avion, me dire il fait vachement de bruit. C'était quand on partait en vacances, je sais plus où d'ailleurs, avec mes parents. Et je me souviens de passer aussi devant le cockpit et voir tous ces boutons, toutes ces lumières, les gens en chemise blanche, bien habillés. Tu sais, ça, c'est un truc qui a marqué. Ouais. Et je sais que je pense que c'est à partir de là où je me suis dit ah ouais, j'aime bien le métier, quoi, j'aime bien le domaine. Ah, d'accord. On va pouvoir revenir un peu plus aussi cette partie-là où tu as commencé à t'y intéresser de manière beaucoup plus profonde, vraiment de te dire que c'est possible. Mais juste avant, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ton parcours scolaire. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est de ce qu'on s'est dit un peu en off, c'est pas le métier que tu voulais faire dès le départ. Donc, si tu devais nous résumer un peu ton parcours scolaire, qu'est-ce que tu as fait un peu comme métier? Ouais, alors j'ai toujours voulu faire pilote, hein. Mais pareil, j'avais une croyance limitante où je me suis dit que je pouvais pas faire ça, justement parce que c'était trop compliqué. Mais non, donc j'ai fait toute ma scolarité à Mayotte. J'ai fait un bac scientifique avec option sciences de l'ingénieur au lycée de Cagnes. On a fait la même d'ailleurs. Ah ouais, t'étais au lycée de Cagnes aussi? Oui, je l'ai fait aussi. Sciences de l'ingénieur. On se croisait, oui, c'est là-bas qu'on s'est croisés. Ah ouais, carrément. Donc sciences de l'ingénieur. J'ai pris une option, alors je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était une option informatique où c'est du développement web. ISN, ouais, tout à fait. J'ai fait la même aussi. Ah, ben voilà, tu marches dans mes pas. Oui, exactement. Non, donc j'ai fait ça. Et donc en fait, c'est à l'issue de cette option-là, ISN, j'ai vu que j'aimais bien un peu le monde du dev, coder des trucs. Et donc je suis parti faire un BTS informatique que j'ai validé et à l'issue de laquelle j'ai fait une licence, pareil, en informatique. Que tu as validé? Ouais, que j'ai validé aussi. Super. À Paris. Et donc c'est à l'issue de cette licence-là, en fait, je commençais à en avoir marre du domaine de l'informatique parce que j'ai pas mal bossé aussi entre-temps. J'ai fait des apprentissages, donc j'étais en entreprise en même temps. Et j'ai vu qu'en fait, faire de l'informatique à la maison pour soi, coder des trucs marrants, et faire de l'informatique en entreprise, c'était pas du tout la même chose. Et donc en fait, je commençais à en avoir marre et c'est en début de M1, Master 1. Voire mieux, où j'ai switché en fait, je me suis dit j'en ai marre, je ne vais pas faire ça toute ma vie, il faut que je me relance dans ma passion initiale qui était l'aviation, et je me suis lancé à ce moment-là. D'accord, et à quel moment, parce que c'est vrai que quand tu commences quelque chose, donc dans un domaine, parce que tu as quand même pris 2 ans, 3 ans, du coup dans le métier de l'informatique, des fois c'est difficile de se dire je vais tout recommencer à zéro. Ouais. Tu vois, à quel moment tu as pris ce déclic et qu'est-ce qui t'a aidé en fait à prendre cette décision-là? Pour moi, c'est assez simple. J'étais jeune, j'avais aucune attache nulle part, et je me dis si je ne tente pas aujourd'hui, je vais le regretter toute ma vie, tout simplement. Et donc, je me souviens, j'étais encore en entreprise et j'étais en train de me faire des plans où je me disais parce que je gagnais de l'argent, forcément, je travaillais donc en entreprise en apprentissage. Et je faisais des Excel sur 1 an où je me disais, faut que je mette de l'argent peut-être de côté, comme ça je pourrais me lancer à tel moment, tel endroit, faire comme ça. Et non, en fait, j'étais pas limité. Je me suis dit, de toute façon, si je tente pas, je vais regretter toute ma vie. D'accord. Donc, déjà, à ce niveau-là de ta vie, donc j'imagine tu devais avoir 22, 23 ans. J'avais 21 ans. 21 ans 21. Tu faisais déjà des Excel pour décrire, pour voir combien tu vas gagner pour gérer tes dépenses. C'est ça. Mais c'est une éducation que tu as pu avoir d'où ça? Du coup, c'est des choses que tu as appris par tes parents ou c'est un peu en développant que tu as commencé à te faire en fait cette personnalité-là de planifier un peu tes dépenses, etc. En gros, c'est d'où te vient un peu cette éducation financière?
Je sais pas. Bonne question. Je sais que mes parents sont un petit peu dans l'entrepreneuriat, mais ce truc-là, c'est qu'en fait, pour faire un schéma assez court, en fait, j'avais le rêve de faire pilote. Et je me suis dit, il faut que ce rêve le transforme en objectif. Donc, à partir du moment où j'ai cet objectif, il fallait que je le planifie pour que j'arrive à l'objectif final, quoi. Ah ouais. Donc, je sais pas d'où ça vient exactement, mais je pense que j'ai ce raisonnement-là à un moment où je me suis dit, pour atteindre cet objectif, il faut que je partitionne le truc et que j'ai un plan clair et que je vise la meilleure manière de fixer des objectifs. Ouais. Mais d'ailleurs, tu m'as parlé un peu de tes parents. Toi, quand tu décides de changer de voie, ça a été quoi la réaction de tes parents? Ils m'ont soutenu. Ils m'ont soutenu malgré que j'étais en plein milieu du M1. Et puis, quand tu dis à tes parents, moi je veux faire pilote de ligne, forcément, c'est bien pour eux, tu vois. Je pense qu'ils n'ont pas pris mal justement à cause de ça parce que c'était pilote. Je ne sais pas comment ils auraient réagi. Et surtout, tu n'avais pas les études. Je continue d'apprendre. En fait, au final, c'est ça. Je change de voie. Donc, j'étais dans l'informatique et je change de voie pour me retourner vers l'aviation. Et en plus, je pense qu'ils ont vu que j'étais déterminé, tu vois. Quand je leur parlais de ça, ils savaient depuis tout jeune que je voulais faire pilote. Donc, quand ils ont vu que j'étais déterminé à faire la chose, ils m'ont accompagné. Tu sais, nous, on a un parcours qui est un peu similaire. Parce que moi aussi, après le bac plus, le bac, ouais. J'ai fait un DUT dans l'informatique. J'ai fait une licence professionnelle. Okay. Et juste après, quand je me suis inscrit à la M1, j'ai été refusé j'ai été refusé, du coup, j'ai pas trouvé d'entreprise. Ouais. Au final, c'est à ce moment-là aussi j'ai quitté. J'ai arrêté. T'as eu le déclic aussi à ce moment-là? Oui, parce que moi, je voulais absolument me lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais. Par contre, j'ai pas eu le soutien. Ah ouais? Ouais, j'ai dû prendre beaucoup de temps pour expliquer à mon père que je n'arrête pas d'apprendre. Je continue d'étudier, mais c'est juste que ça ne sera pas scolaire. Ok. C'était assez atypique. Peut-être parce que c'est moins tangible, c'est pas un métier fixe ou c'est peut-être ça qui a fait que. Oui, après c'est nouveau pour eux, donc c'est pour ça que je leur en veux pas. Au contraire. Jamais. En général, quand ils disent de ne pas faire quelque chose, c'est pour ton bien, selon ce que eux ils savent. Carrément. Donc eux ils sont pas entrepreneurs, donc évidemment que c'est super nouveau pour eux. Et surtout. Ils ont entendu, ils ont des préjugés sur ça. Carrément. Mais ça ne m'a pas empêché de me lancer quand même. C'est important, c'est quand tu as un plan, il faut y aller. De toute façon, tu es acteur, tu es maître, entre guillemets, de ta vie. Si tu as un plan et tu veux faire quelque chose, il faut y aller, quoi. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, du coup, en parlant un peu d'école, toujours, toi, tu étais quel genre d'élève? Tu sais, parce que des fois, on peut être un peu turbulent, des fois, on peut être très travailleur, des fois, un peu, comment dire, un peu les premiers de la classe. Toi, tu étais quel genre de profil d'élève? Moi, j'étais le mec qui parlait jamais, déjà. Qui était assez timide en classe, qui parlait jamais, qui levait jamais la main et qui faisait le minimum. Et donc, moi, si j'avais 10, 11, c'était bon, ça m'allait. Ah ouais? Ouais, non, j'étais pas forcément un grand travailleur, j'étais plutôt feignant à l'école. Et, mais bon, quand je dis feignant, dans le bon sens du terme, dans le sens où je foutais pas rien, quoi. Je faisais en sorte d'avoir la moyenne, c'est important. Mais je me cassais pas la tête à réviser tous les soirs. J'étais pas très scolaire à ce moment-là, quoi. En fait, déjà, je me suis posé la question aussi, parce que cette période-là, lycée, BTS même, pourquoi j'étais pas très scolaire? Mais en fait, c'est parce que je faisais les choses pour faire, parce que c'était comme ça, quoi, tu vois. Ouais, parce que c'était un peu obligé. Voilà, c'est ça. Tu n'avais pas derrière le but précis de je veux faire ça, donc je vais me casser la tête, hein, tu sais. Je le faisais parce qu'il faut passer par le lycée, donc allez, il faut réviser, il faut avoir 10, et puis... il faut le faire, il faut passer la moyenne, je fais tout pour passer, mais... Voilà, est-ce que tu sentais que tu avais les capacités en réalité de faire un peu forcément, je savais que si derrière je me mettais à travailler beaucoup plus, je pouvais avoir de meilleures notes, je le savais, mais ça ne m'intéressait pas forcément. Mais est-ce que ça a changé à partir du moment où tu t'es dit, là je vais devenir pilote? Ah oui. Quel type d'élève tu étais à ce moment-là? Et là, j'étais la personne qui vraiment bossait tous les jours, quoi. Je me défonçais pour pouvoir arriver, parce que bon, on en parlera sûrement après, mais les études de pilote, on passe par 1 an de formation théorique. C'est lourd, c'est dense, c'est un peu comme une prépa. Tu l'as fait où, dans quelle école? À Agen, ça s'appelait Airways College à l'époque. Et non, donc c'est clair qu'au moment où en fait je savais que je voulais faire pilote, ça a totalement changé. Là, je passais d'un mec qui faisait le minimum à j'étais studieux, je bossais. Et pareil, après je pense qu'il a un petit peu gardé cette manie de me faire des objectifs. Et donc sur l'année, j'avais un objectif, parce que c'est 14 modules, on en parlera certainement après. On en parlera juste là. Ouais. Juste là, c'est le moment d'en parler. Je me lance, donc les études de pilote, donc c'est 1 an de théorique,
en moyenne. Et tu as 14 modules. Alors, ces 14 modules, c'est dense, c'est lourd. Et ce qui est compliqué, ce qui a été dur pour moi, c'est qu'en fait, c'est des modules qui parfois n'ont rien à voir, entre guillemets, l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'on va avoir du RLO. RLO, c'est loi aérienne en français. Où on va parler, c'est le code de la route, en fait, de l'aviation, de manière générale. Ou après, on va parler de navigation générale. Donc, on va faire des calculs, en fait. C'est vraiment longitude, latitude, en fonction de la déclinaison magnétique. Il y a beaucoup de mathématiques, j'imagine. Ouais, quand même. C'est du niveau terminal pour faire pilote. Mais il ne faut pas détester les maths, ça c'est clair. Et puis donc en fait c'est plein, donc c'est 14 modules différents, divers et variés. Donc il y aura des maths, il y aura de la communication aérienne, donc loi aérienne. On va étudier les différents profils d'avions qui existent, il y a de la physique, enfin il y a tout un tas de trucs. Ouais. En un an. Tout ça, tu t'apprends tout en un an. Normalement c'est en un an. Quand tu fais la formation, c'est en un an. Donc c'est ça qui est compliqué. Ok, mais juste avant, comment tu fais pour être qualifié, tu sais, pour être accepté en fait dans cette école? Ah, dans l'école, donc en fait ça passe par un test. Où est-ce que tu postules? Un test, c'est en ligne en fait. Tu vois sur le site de l'école, tu postules, tu rencontres un conseiller, vous parlez un petit peu pour qu'il ait un petit peu ton background pour savoir si tu es quelqu'un justement qui va être plutôt travailleur ou pas, parce que c'est quand même dense les études de pilote. Et donc c'est un test de maths, de physique et d'anglais. Ok. C'est du niveau terminal. Terminal S. Je pense une bonne terminal S bien. Et moi j'ai entendu parler aussi des tests psychologiques. Ouais. Est-ce que tu en as vécu? Alors, pour rentrer en formation, non. C'est les tests psychologiques, c'est plutôt Air France qui va les faire. Parce que c'est sélectif en fait. Air France, c'est un petit peu particulier. En fait, il y a 3 modes de formation en fait quand tu veux faire pilote. Tu as la formation cadet Air France, où c'est eux qui vont te prendre en charge et tu es même payé pendant que tu fais ta formation. Et à l'issue, tu vas travailler directement chez eux. Tu as la voie où tu payes une école, en fait, ce qu'on appelle intégré. C'est-à-dire, tu vas payer une école, en général, ça coûte 100 000 € la formation de pilote. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. C'est un bon petit billet. C'est un investissement, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un investissement, tout à fait. Et donc la voie, j'en étais où? La voie en intégré, pardon. Intégré. Où en fait, tu es intégré à l'école, tu vas venir en cours tous les jours et ils vont te ramener d'un niveau 0 à pilote à la fin. Et puis tu as la voie un petit peu où tu passes par des aéroclubs, où tu finances petit à petit, tu vois. Tu vas aller dans l'aéroclub du coin et tu vas faire un certain nombre d'heures. C'est un petit peu plus long, mais c'est moins cher. Okay, donc c'est passé par la voie intégrée. Par la voie intégrée. Ouais. Et donc pour en revenir à ce que je disais, donc Air France, oui, eux, ils font des tests psychologiques parce que c'est sélectif en fait, tout simplement. Et ils veulent prendre les meilleurs, c'est une sélection très très poussée. Et donc ils font passer des tests psychologiques, psychomoteurs, ce qu'on appelle les psy 1, psy 2, etc. Et non, moi je suis pas passé par cette étape-là, donc j'ai juste eu les tests, donc maths, anglais, physique, à l'issue de laquelle c'était positif, donc je suis rentré en formation. So now you do speak a pretty good English. Pretty good. Quel niveau d'anglais est nécessaire pour être pilote? Pour devenir pilote. Alors moi j'estime qu'il faut un niveau, je crois que c'est B1, si ça te parle, B1. Oui. En gros, c'est important quand même de savoir parler anglais. C'est même très important, parce que typiquement même moi ici je fais les vols en anglais des fois. Et donc c'est très important de pouvoir être compris, de comprendre l'anglais. Après bon, pour rentrer exactement dans le détail, en fait on a des tests en anglais. Le FCL 055 ça s'appelle, c'est un test en anglais qui va c'est noté de 3 à 6. 6 t'es totalement bilingue, 3 c'était incompétent. Bon, t'es pas assez bon en anglais. Et donc, de manière générale, pour être dans les compagnies aériennes, il faut être au niveau 5. Donc, c'est juste en dessous de bilingue. Il faut quand même un certain niveau. Le test, de manière générale, c'est en fait, il faut être en mesure de décrire une image, ensuite de parler d'une image, ensuite tu vas parler avec un examinateur pour qu'il estime ton niveau, il va te poser des questions, des trucs comme ça, quoi. Ouais, et ton anglais à toi, tu l'as peaufiné un peu en France ou tu as voyagé un tout petit peu pour pouvoir l'améliorer? Alors déjà, j'ai bien peaufiné quand j'étais dans le secteur de l'informatique, parce que toutes les documentations étaient en anglais. Donc en fait, j'avais un très bon anglais lu, donc je pouvais comprendre quand je le disais. Et puis aussi la formation, je l'ai fait en anglais, formation de pilote, essentielle. Si je vous conseille. Toute la formation, tu l'as fait en anglais? Ouais. En tout cas, la partie théorique. Ok. Donc, tu sais, tu as une pile de bouquins comme ça, en anglais. Ah ouais. Et je parlais pas du tout anglais. C'était très dur au début, d'ailleurs.
Mais en fait, je l'ai fait parce que justement, je savais qu'il fallait que je peaufine mon anglais. Ah ouais. Ouais, c'est très important Non, l'anglais. mais pour moi, c'est incroyable, hein, parce que oui, parce que moi, j'ai bougé dans le pays pour apprendre, parce que j'étais pas du tout scolaire pour pas de scolaire niveau anglais. Ouais. Mais le fait de dire le niveau de challenge de ce que c'est, de dire je comprends un peu, mais je comprends pas tellement, mais tu décides de faire déjà une formation qui est de base difficile, mais que tu t'ajoutes une difficulté de le faire en anglais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, je savais qu'à terme, il fallait que l'anglais ce soit quelque chose qui ne pose pas de problème, quoi. Donc dès le début, je me suis dit, bon, je fais tout en anglais, comme ça, dès le début, je me mets dedans, j'apprends le vocabulaire en anglais. C'est pour ça même, de temps en temps, j'ai du mal à trouver le vocabulaire en français, parce que j'ai tout appris en anglais. Et puis j'ai fait une partie aussi de la formation, ce qui m'a aidé aussi en Andorre. C'était en anglais, avec des profs anglais, qui parlaient que de l'anglais. Et donc ça a aidé aussi. J'ai été aussi à Budapest pour faire une partie de la formation. Et puis voilà. Ouais. Mais d'où te vient ce côté très challenger? Parce que moi, je le vois comme ça. Ouais. Parce que tu te dis, mais il y a une difficulté qui est devant, bah, je vais me challenger et je vais me donner les moyens d'y arriver. D'où te vient? Tu sais ce que tu sais, toi, d'où ça te vient? Je sais pas. Je te dis, moi, c'est un rêve. C'est un rêve de gosse, c'est un rêve d'enfant. Et à partir du moment où je t'ai passé un objectif et que je me suis dit, je veux faire pilote, vraiment, je me suis dit, il fallait que je mette toutes les chances de mon côté pour que j'y arrive. Donc, pour que je sois le meilleur. Donc tu ne t'es plus donné d'excuses à ce moment-là? Non, carrément pas. Non. J'aurais pu le faire en français, mais j'ai dit non, je vais le faire en anglais. J'ai pris les trucs en anglais. C'était dur au début, mais au final, aujourd'hui, c'est tant mieux. Heureusement. Ouais, c'est une superbe décision en tout cas. Ouais. Mais toi, durant ta formation, tu sais, parce que quand tu passes de l'autre côté, on va dire, c'est le côté de j'ai envie, je suis dedans. Il y a plein de surprises qui arrivent entre temps. Ouais. Toi, c'est quoi, juste dans ta première année de théorie, etc., qu'est-ce que tu as appris où tu t'es dit, tu as appris de nouveau où tu t'es dit, mais ah ouais, j'aurais vraiment pas cru que c'était comme ça? Et en fait, rien que la partie théorique en elle-même, en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de palettes, en fait, en tant que pilote, qu'il y ait autant de palettes que tu dois maîtriser, quoi. Donc, tu dois être, comme je le disais, bon en maths, tu dois être bon socialement. Donc, il y a une partie sociale, en fait, qu'on appelle human performance. Human performance, où, en fait, on va apprendre comment fonctionne le cerveau, comment on travaille en équipage, tu vois, des trucs comme ça. Donc, il y a un côté social très poussé dans l'aviation. Ouais. Tu as aussi donc, tout ce qui est mathématiques, un peu les avions de manière générale. En fait, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une palette aussi grande qu'il fallait maîtriser. Donc, ça a été le premier gros challenge que j'ai eu à affronter, premièrement. Et puis c'est le pilotage ça, c'est donc la deuxième année, le pilotage en elle-même. Je n'avais jamais piloté avant, jamais rien fait dans ce domaine-là avant. Donc c'était aussi un challenge, quoi. Ouais, mais du coup, donc, la deuxième année, comme je venais de dire là, c'est tu apprends à piloter. C'est ça. Mais avant ça, il n'y a pas des simulations que tu fais avant? Justement. Donc en fait, une fois que tu as fini la partie théorique, on a des simulateurs en fait. On commence tout doucement au simu. On va nous apprendre. Ça ressemble à quoi? Un simu? Ouais, c'est une grosse boîte, tu es dedans. Il ne bouge pas le simu, c'est pas encore. C'est une autre étape, ça. Et donc, tu es dedans, tu as des écrans, tu es vraiment comme si tu étais dans un vrai avion. Et on t'apprend les bases, quoi. Tu décolles, tu atterris, ta vitesse, machin. Tu as tous les boutons? Non. Tu es dans un simulateur? Non. Il y a des simus, on en parlera sûrement après. Parce que ça, c'est impressionnant quand même. Quand tu regardes dans les caméras, dans les photos et autres, c'est impressionnant. Il y a des simus qui reproduisent à 99,9% le vrai avion. On parlera de ça sûrement après. Mais c'est quand tu veux te professionnaliser, tu veux faire ce qu'on appelle une qualification de type sur un type d'appareil bien précis, Boeing, Airbus, ATR ou autre. Là, tu es dans un simu qui bouge, droite, gauche, et c'est vraiment, tu as tous les boutons de l'avion, quoi. Ah ouais, c'est incroyable. Là, j'ai des étoiles dans les yeux, c'est pour ça. Du coup, donc après le simul, qu'est-ce qui se passe un peu après? Du coup, donc, la deuxième année, qu'est-ce que tu fais durant cette deuxième année-là? Donc en fait, tu as cette période-là où tu es au simul, où on t'apprend, je sais pas beaucoup, ça doit être 5 heures de simul au début, où juste tu vas vraiment voir les bases du truc, et ensuite on te met dans un vrai avion. Donc vous partez avec un instructeur, et vous partez en vol, quoi. Ça tombe bien, tu m'aides beaucoup pour la transition. C'est comment s'est passé ton premier vol? Qu'est-ce que tu t'es dit? Comment ça s'est passé, surtout dans ta tête, psychologiquement? Le tout premier vol? Ouais, le tout premier vol. Mais en fait, en y repensant, j'avais du mal à réaliser que j'étais là, en fait.
que j'étais là aujourd'hui, là où je voulais être, tu vois, réellement. Ouais. Et donc, bon, le premier vol, forcément, t'es pas là. Hein. T'es là, mais t'es pas là. Tu sais, ça va trop vite, il y a trop de trucs qui se passent et tu te rends pas compte de tout ce qui se passe. Donc, tu prends pas Moi, j'ai pas vraiment eu le temps d'apprécier ce premier vol-là. C'est plus les vols après, une fois que je commençais à être un peu plus conscient de la situation, de ce qui se passe. Là, j'ai vraiment commencé à apprécier, mais dans le premier vol, tu sais, t'as la radio qui te parle, tu vois les autres avions, tu vois ça, d'un coup ça roule, et là tu décolles et machin. Et le premier vol, en fait, tu fais pas grand chose, tu fais juste des virages, gauche, droite, tu montes, tu descends, juste pour te faire la main, encore. Ouais. Et donc, ouais, premier, c'est les petits avions ou c'est les gros? Ouais, non, c'est des petits avions 4 places. 4 places. Moi, j'étais sur TB9, s'il y en a qui connaissent, TB9, TB10. C'est un petit avion monomoteur à hélice, 4 places. Et ouais, c'est ça. Donc, ouais, premier vol, j'ai passé. Je suis pas là. J'étais là sans être là. Ouais, quand tu as conduit un petit, est-ce qu'il y a une grosse différence? Est-ce qu'il y a une grosse différence entre quand tu as conduit un petit comme ça, au niveau du guidon et autres, avec les gros avions? Ouais. Une grosse différence? Ouais, moi j'ai vu une différence. Rien que la vitesse déjà, c'est pas la même vitesse, ça va beaucoup plus vite. Ouais. Sur les gros avions, tu as beaucoup plus de choses à faire aussi. Et puis, tu as tout cet aspect, bon, comme moi je suis dans le commercial chez moi, tu as tout cet aspect justement où faut pas être en retard, tu sais, des trucs comme ça, tu as des passagers, tu as une façon de piloter qui va être moins brusque que si tu étais tout seul, tu vois. Donc, ouais, c'est quand même quelques différences. Et puis, c'est une plus grosse machine. Ok. Tu vois, quand tu commences un peu, donc la deuxième année, tu as commencé à piloter, exactement, donc copilote, j'imagine, ou même pilote. Tu as piloté un avion? En fait, tu commences... non, tu es à gauche. En fait, quand tu commences... Donc, en fait, ouais, dans un poste de pilotage, donc à gauche, tu es le pilote en ce qu'on appelle le pilot flying. Ouais. Le pilote c'est lui qui pilote, quoi. Ouais, j'ai le nom en tête, mais je l'ai là. Ouais. Donc, en gros, non. En fait, quand tu es sur les petits avions, tu es entre guillemets le commandant de bord. En fait, c'est toi le chef. Donc, voilà, tu commences. C'est ça le mot que je cherchais. Ça. Donc, quand tu es sur les petits avions, tu commences à gauche et c'est vraiment toi qui pilotes. Tu as un instructeur à côté de toi. Qui, au début, ça va être lui le chef, forcément, mais toi, tu es tout de suite assis à gauche et c'est toi le pilote. En fait, c'est ce qu'on attend de toi, ça va être toi le chef de la zone, quoi, à terme. Et puis, donc, ça change quand tu passes en compagnie ou là, tu es copilote. Là, je suis copilote actuellement. Donc, tu vois, pour l'instant, tu étais copilote. Ouais. Ok. Est-ce que, tu sais, quand tu commences, il y a un bizutage un peu qui se fait, un peu, tu sais, pour les nouveaux? Ouais, ça arrive. Alors, moi, je ne l'ai pas eu. J'ai pas eu de bizutage, mais je sais que c'est assez souvent, c'est assez commun quand tu commences. C'est quoi les petits bizutages que vous pouvez faire? Moi, c'était. Ah, qu'est-ce que c'est, je l'ai eu d'ailleurs, là. Tu me fais rater les souvenirs là, qui remontent là. Tu sais, j'ai quelques bizutages, t'étais gentil. C'était ingrat, ou en fait c'était des petits défis un petit peu bêtes, fallait manger des biscuits assez vite. C'était des biscuits, tu sais, comment ça s'appelle, steak, là, le biscuit steak, il fallait que tu en manges 5 d'un coup, ou te balader, c'est pas très ragoûtant avec une capote sur la tête et tu dois faire le tour de l'école, tu sais, des trucs comme ça. Ouais, tu sais, des trucs un petit peu stupides comme ça, mais ça reste bon enfant toujours. Enfin, tu sais, c'est des petites conneries comme ça, rien de méchant, quoi. Moi, j'ai rien eu de méchant, en tout cas. Ah, bon, parce que moi, j'avais, tu sais, en préparant un peu l'interview, je regardais un peu, du coup, d'autres interviews de gens qui ont interviewé des pilotes, et ils disaient, les commandants de bord demandaient au nouveau qui arrivait de trouver, il lui disait, va chercher la clé. Ah, là, tu parles en compagnie. Oui, mais... Non, là, je te parlais quand j'étais en formation. En compagnie, non, j'ai pas eu. Pas en compagnie. Tu vas chercher la clé. Oui, je vais chercher la clé. C'est-à-dire la clé de l'avion? Oui. Ah, ben, il peut chercher longtemps. Il peut chercher longtemps. Parce qu'en fait, il n'y en a pas. Ouais. Non, moi, j'ai pas eu ça. Ouais. Et je pense qu'il m'aurait dit ça. Je serais parti chercher quand même. Là, il aurait été sympa. Du coup, comment tu démarres l'avion? Comment tu démarres l'avion? Tu démarres avec des boutons, en fait, t'as pas de clé. Hein. Alors moi, je suis sur la terre. Un embrayage? Non, même pas. T'as pas d'embrayage. T'as des pédales. Ok. T'as des pédales, et alors les pédales, donc ça, tu peux freiner avec les pédales, et ce qui permet de contrôler l'avion, en fait, horizontalement comme ça, en fait, en vol. Et comment tu démarres un avion, en fait? Moi, je suis sur la terre. C'est un bimoteur, turbine, avec des hélices. Ouais. Et t'as pas de clé, donc tu mets la batterie sur on, en fait t'as besoin d'air, donc t'injectes de l'air, de l'essence, ça compresse, ça explose, et puis voilà, ça met en route le moteur. Pour faire vulgairement. Hein. Oui, voilà. Oui, parce que sinon t'allais donner des termes beaucoup trop techniques, on va pas suivre juste après. Ok. Si tu avais un conseil à donner à un jeune qui veut se lancer dans
tu sais, quelqu'un qui veut devenir pilote, tu lui dirais quoi? Alors, premièrement... J'ai envie de te dire, à l'Armel d'il y a quelques années avant, qu'est-ce que tu lui dirais? Premièrement, je dirais que c'est possible, tout simplement. C'est déjà parce que moi, en fait, pourquoi j'ai commencé par de l'informatique, c'est parce que j'ai eu un prof qui m'avait dit que je pouvais pas faire pilote. J'étais pas assez bon en maths pour faire pilote. Un prof de mathématiques. Et donc, je l'ai cru. Je lui ai dit, bon, ok, il a sûrement raison, c'est un prof, donc je peux pas faire ça. Et donc, j'ai fait de l'informatique et j'ai un petit peu même oublié, en fait, cette passion qui était l'aviation. Et non, en fait, c'est première chose, c'est possible. C'est réellement possible de faire les choses quand on y met les moyens, qu'on le veut vraiment et qu'on se donne à fond, c'est possible. Et il faut pas écouter les a priori que non, t'es pas assez ceci, donc cela. Non, faut y aller. Faut se mettre dans le crâne, dans la tête que c'est possible, on va le faire et on va au bout des choses, quoi. Et par contre, si on le fait, on le fait. On le fait bien, on y met les moyens. On travaille vraiment tous les jours. S'il faut travailler tous les jours, s'il faut trouver un travail à côté, on le fait. On ne se donne pas d'excuses et on y va à fond, quoi. Vraiment ça le conseil que je pourrais donner. Magnifique. Parce que c'est vrai qu'on a tous eu un peu ce prof dans la vie qui nous... Quand tu exprimes un rêve et qui peut te casser en fait ton rêve, le problème c'est que quand tu es jeune, tu y crois. C'est ça. Tu y crois. C'est ça. Et donc il faut vraiment passer par différentes étapes dans ta vie pour te débarrasser en fait de cette croyance-là, pour au final arriver à un stade de ta vie où tu te dis en fait c'est possible. Mais le fait de se dire juste c'est possible, des fois c'est difficile. Surtout quand tu as un entourage qui peut être négatif. Et qui ne sont pas ambitieux comme toi et qui n'ont pas envie qui veulent simplement avoir une qualité de vie assez normale, entre guillemets. Tu vois, une belle voiture, une belle maison, une vie familiale. C'est pour ça que je suis là aussi, d'ailleurs, hein, pour montrer aux gens que c'est possible. Hein. Que, tu sais, on se croisait, on a grandi dans le même village. Je ne suis pas forcément plus intelligent que les autres, normalement. J'espère ne pas être plus bête que les autres. Mais non, c'est possible, il faut y aller, il faut se donner les moyens. Si vous avez un rêve, peu importe que ce soit pilote, cuisinier, charpentier, peu importe. Moi, je pense que tout est possible en vrai dans la vie si on se donne les moyens, si on travaille assez fort. On peut y arriver, quoi. Non, tu parlais de ça parce que là, tu me parlais de moi, le fait de venir faire cette interview-là pour montrer que c'est possible. C'est vrai que c'est l'ADN en fait de ce podcast. C'est vraiment que les Mahorais, les jeunes Mahorais, même les anciens qui sont déjà aujourd'hui, mais qui ont plus de la trentaine et autres, ils puissent pouvoir s'identifier à des gens qui leur ressemblent. Et qui puissent se dire, ok, mon frère avec qui j'ai grandi, ou juste d'âge d'à côté, il l'a fait, pourquoi pas moi? Et à partir de ce moment, tu te dis juste, pourquoi pas moi? En fait, ça te débloque quelque chose en toi qui fait que en fait, tu vas avoir plus des capacités en fait, de faire les choses. Du moins, tu vas y croire 100 fois plus que quand c'est une personne qui est très très loin de toi, en métropole ou qui est à l'étranger. Donc c'est toujours différent. Tu vois, quand tu apprends qu'un tonton a une très belle voiture, je vais réussir à le faire, moi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. Et c'est pourquoi pas moi. C'est quelque chose que mon père me répétait tout le temps quand j'étais en formation, parce qu'il y avait des moments forcément plus difficiles que les autres. Et à chaque fois, il me disait, pourquoi pas moi, quoi. Si lui, il peut le faire, tu peux le faire, tu peux y arriver. Tu vois. Donc, d'ailleurs, quand tu étais un peu en formation, quand tu parlais de moments difficiles, toi, comment tu te remotivais, justement, quand tu te tenais bon, en tout cas, dans ces moments difficiles-là? Toi, qu'est-ce que tu fais de base? Alors, ce que je faisais, je regardais des vidéos. Un pilote, Fernand, d'ailleurs, je te salue, Fernand Kessler, c'est le premier pilote de chez EWA, enfin, pilote maoré, plutôt, qui a intégré EWA. Et donc, lui, il a fait quelques vidéos aussi. Et je regardais ces vidéos. Tu sais, quand ça allait pas bien, j'étais fatigué, pas dans le mood, quoi, de manière générale. Je me rematais ces vidéos de lui, en train de piloter, d'expliquer un petit peu comment ça se passe. Et là, c'était reparti pour aller un mois où je rebossais à fond parce que, tu sais, c'était un petit peu le modèle, quoi. C'est vers lui que je voulais aller, tu vois. Répète son prénom, le premier pilote maoré, ça s'appelle? Ouais, il s'appelle Fernand Kessler. Fernand Kessler. Non, par contre, il a un nom d'américain. Ah, Kessler. Fernand Kessler. Super bon gars, d'ailleurs, hein, super bon gars. Ah, Fernand, si tu nous vois, j'aimerais t'avoir ici quand tu es étranger aussi. Ok, d'accord. Donc tu te rematais ces vidéos. Ouais, c'est ça. Et puis des vidéos d'aviation de manière générale. Et puis, tu sais, ça me reboostait, quoi. Je me dis, putain, moi, c'est là où je vais être. Allez, let's go, quoi. On repart. Ok. À part Fernand, qui autour de toi te sert un peu de modèle de réussite?
Il y a un petit peu toute ma famille, tout comme je te dis, à mes parents qui ont plutôt bien réussi dans l'entrepreneuriat, de manière générale. Et puis, il y a mon frère aussi, mon grand frère, qui est plus grand, qui aussi est dans ce milieu-là, dans l'entrepreneuriat, et qui m'a beaucoup motivé aussi. Il m'a beaucoup boosté à moi de ouais, tu peux le faire. Parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune aussi, il y avait un petit peu un manque de confiance en moi. Ouais. Tu sais, je ne savais pas si je pouvais vraiment aller au bout, et donc lui, il a toujours été là, que ce soit lui, mes parents, ma compagne actuelle, hein, qui était là dans les moments difficiles aussi, où je me disais, moi je vais arrêter, j'en ai marre de bosser. Non, ils ont toujours été là, la famille de manière générale, ont toujours été là pour moi, tu vois. Donc t'as toujours eu un peu cet entourage qui sont très très positifs et qui t'ont encouragé un peu. C'est ça. J'ai de la chance dans la mesure où je suis pas dans j'ai pas un entourage négatif, tu vois. Ou qui vont être là plutôt ils vont plutôt être là à me booster, à me réconforter et me donner de la force. Ouais, toi, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui n'a pas cet entourage-là de faire c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que tu peux pas dire à la personne d'ignorer, ce qui va pas être possible en fait. C'est difficile. Quand c'était proche, c'est très difficile. Ouais, quand c'est très proche, c'est difficile. Franchement, j'essaie de trouver peut-être. Je dirais pas de s'éloigner, parce que si c'était proche, très proche, je dirais pas forcément de t'éloigner de ces personnes-là, mais faut se forger un mental en fait. Hein. Moi, dans mon cas, à moi personnel, moi j'ai eu, j'ai pas de proches entrepreneurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, à chaque fois que j'ai essayé des choses, j'étais toujours un peu l'outsider qui faisait des choses différentes tout le temps. Et au début, personne n'y croyait. Ouais. Personne n'y croyait. Et on me disait, non, mais arrête ça, laisse ça, etc. Et en fait, moi, je me suis mis dans le crâne, il faut que tu prouves. Et juste, en fait, il faut se mettre dans le crâne que pour les gens qui sont autour de toi, c'est nouveau. C'est nouveau. Il faut accepter le fait qu'ils ne vont pas comprendre. Il y a une phrase que Idriss Aberkan disait souvent, c'est tout ambitieux doit toujours passer par ce processus-là, c'est ridicule, dangereux et évident. Au début, ça sera ridicule pour les gens. Ouais. Et après, quand tu vas commencer à travailler, tu vas commencer à avoir des résultats, ils vont dire c'est dangereux. Et quand tu vas ramener l'argent ou quand tu vas ramener le diplôme ou la réussite, ils vont dire mais oui mon fils, oui mon neveu, je croyais en toi. Mais bon, il y a aussi du bien dans ce que tu viens de dire en fait, c'est que quand tu es tout seul, c'est que ça te forge un mental aussi. Tu sais, dès le début, dès que tu as un mental d'acier où malgré les critiques, tu y es allé et je pense que c'est bénéfique même pour la suite pour toi. Ouais, c'est ça. Et moi je dirais surtout, il faut qu'on se mette dans le crâne et que si autour de nous, il n'y a personne qui l'a fait, ça sera toi le premier. Et il faut y croire. Il faut y croire. Et tu te dis, ici, tu n'as pas d'exemple autour de toi, ça sera toi l'exemple. Carrément. Ouais. Et je commence à le voir. Pour l'instant, j'ai pas réussi dans ma vie. Je ne considère pas que j'ai réussi actuellement, mais je commence à aller bien dans ma carrière d'entrepreneur, si on peut appeler ça une carrière à 6 ans d'entrepreneuriat. Quand même. Et tu vois, on commence à me prendre comme une petite référence dans la famille où tu vois, il y a une petite considération qui est en train de se mettre et que maintenant, à chaque fois que je me lance dans des nouveaux projets, on me laisse un peu plus dire, il y a plus cette vague de négativité qui vient, mais c'est plus de soutien maintenant. Okay. Tu vois, mais par contre, ça a pris 4-5 ans. Et comment tu le vis maintenant justement? T'as pas un petit peu de, je peux appeler ça de la rancœur? Dans le sens où tu disais, non, avant, vous ne croyiez pas en moi, et maintenant... Non, au contraire. C'est tout le contraire. Au contraire, pour moi, c'est une fierté. Ouais. Pour moi, c'est une fierté aujourd'hui que j'ai réussi à changer cet état d'esprit-là auprès de mes proches. Okay. Et que maintenant, ils y croient beaucoup plus. Et en fait, pour moi, c'est un peu... Tu construis une culture autour de ça et que les gens, maintenant, ils disent à leur fils, fais comme ton oncle, fais comme ton cousin, tu vois. Ils te prennent comme modèle et au final tu te dis, j'ai réussi ce qui me sert à moi. Donc moi je vais passer la phase la plus dure, mais cette phase difficile que je vis va faciliter les autres qui viennent derrière à faire après. Donc pour moi c'est plus une fierté. Il n'y a pas de rancœur, il y a pas de toute façon je pense qu'il ne faut pas. Hein. Non, il ne faut pas, il ne faut surtout pas. Ouais. Au contraire. Et puis je suppose que toi tu y as cru aussi, et que ça rejoint ce que j'ai dit au début. Toi quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu y as cru. Oui, j'y ai cru. Mais des fois au début il faut être entêté. Très entêté. Il faut être casse-tête au début. Oui, c'est ça. Moi ce que je voulais savoir aussi, c'était par rapport au monde des pilotes.
c'est quoi les échelles de reconnaissance quand tu es pilote? Les échelles de reconnaissance, tu parles. C'est tu sais, les grades. Oui, des grades. Par exemple. C'est ça, les Ok, grades. c'est. Là où je suis actuellement, je suis copilote. Tu commences, tu es copilote. Ouais, copilote. Donc, si vous regardez bien sur les galons, 3 barrettes. Quand tu montes, là, tu passes commandant de bord, 4 barrettes. Et puis, tu as tout un tas de. Donc, dans l'avion, en fait, le plus haut, c'est le commandant de bord. C'est lui le chef de l'avion, c'est lui qui a la responsabilité de l'avion de manière générale. Et puis, tu as tout un tas de qualifications que tu peux faire en plus. Tu sais, tu peux être examinateur, tu peux être formateur, tu sais, il y a tout un tas de trucs. Mais le plus haut grade que tu peux avoir et puis tu peux même devenir après chef pilote, tu vois. Donc, le Chef pilote, c'est quoi la différence? Non, en fait, c'est quoi la différence entre chef pilote et commandant de bord? alors là, c'est différent parce que chef pilote, c'est hors de l'avion. Ça veut dire hors de l'avion, en fait, tu es le chef de tous les pilotes de manière générale. Dans l'avion, tu resteras commandant de bord. Tu es le commandant de bord, c'est le plus haut grade qu'on puisse avoir dans l'avion. Mais je veux dire qu'en fait, ça ne s'arrête pas à ça, quoi. C'est quand on est pilote, à l'extérieur, on peut faire autre chose aussi. Examinateur, formateur, chef pilote, tu sais, on a tout un tas de trucs aussi qu'on peut faire hors de l'avion, quoi. Ok, mais du coup, c'est quoi c'est quand tu es jeune pilote, là où tu en es là, c'est quoi ton rêve en tant que jeune pilote? Tu vois, parce que ton premier rêve, tu l'as atteint, on va dire ça comme ça. Ouais. Maintenant, tout homme challengeant et ambitieux, bah, tu connais, on est humain. Ouais. Donc forcément, tu as commencé à découvrir le métier, tu as commencé à étendre un peu tes horizons. Tu vois, maintenant, c'est quoi ton rêve maintenant en tant que pilote? Ben, le prochain step, c'est de passer à gauche, hein. C'est commandant de bord. Pour l'instant, je ne suis pas pressé, hein. En réalité, moi j'aime beaucoup la place que j'ai. Souvent, je suis encore en train d'apprendre tous les jours. Hein. Tous les jours, j'apprends. Et j'aime beaucoup ça. En fait, je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre. Et non, peut-être d'ici quelques années, passer à gauche commandant de bord, plus l'affinité. Pour l'instant, c'est juste ça. C'est passer à gauche quand les perspectives le pourront. Mais je ne suis pas pressé, quoi. Tu sais, toi, en général, combien de temps ça prend? Où il faut une qualification particulière, en fait, pour passer à gauche? C'est plutôt un nombre d'heures de vol. Il faut 1500 heures minimum. Donc, ça peut aller assez vite en vrai. Chez Ryanair, par exemple, je sais qu'ils peuvent passer à gauche en 2-3 ans. 2-3 ans, tu deviens commandant de bord. Tu vois. Ça dépend. Ça peut aller plus ou moins vite en fonction des compagnies, en fonction des vols. Moi, je suis pas pressé. Je suis bien, je suis tranquille. Là, je viens d'arriver, je profite. À l'heure où on tourne l'interview, ça fait 5 mois. C'est ça. Tu me dis que tu es copilote pour l'instant. Est-ce que tu as vécu un peu des petites situations particulières où, depuis de la formation à là, des situations particulières que tu as vécues où ça t'a vraiment marqué? Donc depuis la formation, j'ai déjà eu des petits problèmes en vol. En formation, j'ai déjà eu un petit moteur qui tousse. En montée, donc on vient de décoller, 2 minutes après, on est encore très proche du sol. Petit moteur qui commence à montrer des signes de faiblesse. Et donc c'est vrai que c'est des situations où on est entraîné pour faire ça. Au simulateur, justement, on apprend à faire des pannes. Même en vol, c'est déjà arrivé qu'on coupe l'avion en vol. Ah ouais? Ouais, pour s'entraîner. Mais quand ça arrive en vrai, c'est pas pareil. Hein. Quand ça arrive en vrai, c'est pas pareil du tout. Ouais. Et donc ça, je me souviens que ça avait marqué parce que c'est là, en fait, où tu vois que ce qu'on t'apprend, ça peut arriver dans la vraie vie, quoi. Et qu'en fait, c'est des gestes qu'on apprend, ça devient mécanique. On nous apprend à ce que ce soit mécanique, tu vois. Et qu'en fait, tu vois, au final, bon, le moteur s'est jamais arrêté. Mais tout s'est bien passé, mais on a appliqué la procédure comme il le fallait. On est rentré tout de suite, on a fait demi-tour, on s'est reposé derrière, tu vois. Donc il y a différentes, à chaque panne différente, il y a une procédure différente. Ouais, c'est ça. C'est quoi celle qui est la plus bizarre? Genre, la plus bizarre. Oui, quand t'as appris celle-là, c'est la plus bizarre. Bah oui, si, on nous apprend en fait à faire décrocher l'avion. C'est-à-dire décrocher et même partir en vrille. Donc en fait, il faut savoir que sur un avion, donc pour les ailes, c'est des filets d'air qui permettent de faire monter, enfin de faire suspendre l'avion. Et ce qu'on nous apprend à faire, c'est à réduire la vitesse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de vitesse et que l'avion tombe comme ça. Voilà. Ah ouais. Ouais. Et pareil, ça fait partie des trucs que je connaissais pas avant. Et donc en fait, tu es entraîné à ce que tu réduis ta vitesse, on te dit, tu réduis, tu continues à réduire. Allez, laisse ta vitesse. Et juste parce que tu n'as plus assez de vitesse et tu tombes. Et tu te rattrapes après. Et c'est ça l'objectif, c'est de se rattraper. Donc tu tombes, en fait, c'est contre-intuitif parce que tu tombes. Toi, tu as envie de tirer, tu vois, non? Et non, on te dit, mon gars, plonge. Donc tu plonges, tu vas reprendre de la vitesse, tu remets de la patate, et puis tu
Donc, une fois que tu as assez de vitesse, tu remontes tout doucement. Aussi, mais ça, c'est dans quel cas de figure tu peux utiliser ça? Déjà dans la vraie vie. Alors, c'est utilisé quand tu es, par exemple, en approche. Quand tu es approche de la piste, on est à des vitesses assez réduites quand même. Raisonnable, hein. C'est loin de ce genre de situation-là. Mais bon, c'est des situations où, par exemple, si tu es seul sur un petit avion que tu fais pas attention, tu peux te retrouver dans ce genre de situation, basse vitesse, en phase d'atterrissage, tu vois. Donc, on nous apprend à tout de suite, tu sais, c'est mécanique, c'est vraiment, tac, ça décroche, tu le sens. Tu as l'avion d'un coup qui fait pac, et qui tombe. Ah, Donc, d'un coup, tu rends la main, tu ne poses pas de questions, tu mets la patate, une fois que tu as assez de puissance, tu remontes, tu vois. Et dans ce lieu-là aussi, il y a pas mal de situations où, il y a même un module qui s'appelle UPRT. Dans la phase de formation de pilote de ligne qui est obligatoire maintenant, c'est de la voltige. On nous apprend à sortir de situations inusuelles. Par exemple, donc on te met dans un avion de voltige. Moi j'étais dans un avion de voltige avec un parachute. Un parachute pour sauter. Ouais. T'as sauté? Non, jamais d'avis. Non, en fait, on va faire des trucs de fou avec l'avion, on va faire des vrilles. Par exemple, donc tu montes, par contre, tu montes assez haut et tu fais décrocher l'avion pareil. En vrille. Donc, tu as ton avion qui fait des loopings comme ça. Et il faut sortir de ça, ou tu as des situations où tu retournes l'avion. Ah, donc comme ça. Ouais. Et on nous apprend à sortir de ça, tu vois. Et c'est obligatoire parce que je crois qu'il y a eu un accident justement où ils n'ont pas su détecter le décrochage en vol. Donc, ils ont mal fait les actions. Et derrière, il y avait 300 personnes derrière. Donc, voilà. Ah ouais, c'est intéressant hein, quand même. C'est super spécial. Hein. Ouais. Ah, moi, je n'y aurais pas cru. Mais c'est une bonne chose, ça rassure que les gens, les pilotes soient formés pour ça. Ouais, ça rassure énormément. Mais jamais sauté en parachute. Non. T'as tiré, t'arrives pas. Non, ça va. Moi, j'aurais cru que vous l'auriez fait, moi. Non. On va pas arriver jusque-là. Ok. Ouais, du coup, tu me disais qu'il y avait ça, donc la voltige, et t'allais dire quelque chose dont je t'avais interrompu, je sais pas si tu t'en souviens encore. C'est quoi c'est quoi les mythes qu'il y a un peu autour des pilotes, que tu entends souvent, où tu te dis, mais c'est tellement des conneries. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce que j'entends souvent, c'est que les pilotes sont imbus de leur personne, par exemple. Tu vois, c'est de la pète, machin, ou ils se restent. Tu la pètes pas? Non. Je confirme, ils ne se la pètent pas. Merci de confirmer. Je confirme, c'est vrai. Non, ça, j'entends souvent les pilotes, ils restent entre eux, ou ils sont super intelligents, ou ils sont super bons en maths. Tu sais, en fait, comme si on était un petit peu à part, quoi. Alors que pas du tout. Je suis pas mauvais en maths. Faut pas détester les maths, mais je suis pas forcément plus intelligent ou mieux que les gosses, quoi. Et puis on est des gens normaux, tu sais, normal quoi, tu sais, on rigole entre nous, il n'y a pas de souci. Oui, d'ailleurs je me suis retrouvé entre vous, entre toi et des pilotes la dernière fois, on s'était rencontrés à l'aéroport. Ah oui, à l'aéroport. Et au final ça a été un moment super sympa, les gens étaient très curieux et franchement j'ai beaucoup apprécié. Les gens nous voient un petit peu comme des êtres un petit peu à part, super intelligents, mais non, on est super... Au contraire, on est là, moi j'aime bien échanger avec les gens, tu vois, je t'ai présenté les pilotes et t'as vu, ils sont venus vers toi, il n'y a pas eu de souci quoi. Ouais, c'est ça, franchement j'ai kiffé l'échange et franchement je me suis senti considéré, tu sais, j'ai pas senti qu'il y avait de la condescendance. Non, pas du tout. Jamais. Au contraire, pour nous c'est un métier en fait, vous c'est un petit peu comme vous. Qui ne prennent pas souvent l'avion. Nous on prend l'avion tous les jours, pour nous c'est normal en fait, on prend l'avion, on met la chemise. C'est normal, pour nous, on le voit même plus. Donc, ça peut paraître impressionnant de l'extérieur, mais non. Mais d'ailleurs, du coup, moi, je sais que les PNC, il y a de plus en plus de Maoraises PNC, du coup, hôtesse de l'air, ou steward. Mais les pilotes de Maorais, est-ce que tu en connais beaucoup? Combien il y a de pilotes Maorais en activité aujourd'hui? Alors, en activité, en tout cas, j'en connais pas beaucoup. On doit être aux alentours de 5, 6, voire 7. Mais en formation, il y en a pas mal quand même. Hein. On doit être une bonne 15-20 de pilotes maoris en formation. Hein. Donc il y en a pas mal quand même. Donc il va y en avoir de plus en plus dans les années à venir. J'espère. Ça va bien. De toute façon, moi j'aime à penser surtout qu'en fait le secteur de l'aérien, surtout à Mayotte, va tendre à évoluer. Donc ça va évoluer forcément, on est sur une île. Donc forcément on ne peut pas se passer de l'aérien et j'aime à penser que ça va évoluer. Maintenant, on aura forcément besoin de plus en plus de pilotes. Ouais. Mais du coup, c'est quoi moi, c'est un truc qui est très curieux pour moi.
Je suis très curieux de ça. C'est quoi la hantise des pilotes? Tu vois, genre, ils se disent, cette situation-là, je vais surtout pas la vivre. Pas de moteur. Pas de moteur. On sait faire. On peut voler avec un moteur. Mhm. Mais si tu as un moteur qui est en panne, il te reste un moteur. On sait faire, on sait gérer le truc, mais bon, c'est clair que ça, ce genre de situation, pas de moteur, tu rajoutes à ça, par exemple, du givrage. Si sur tes ailes, il commence à y avoir du givre, de la glace, en fait, ton avion va voler moins bien. De nuit, tu rajoutes toutes ces situations-là, c'est le genre de situation où j'ai vraiment pas envie de dire. Comme pour moi, pas de moteur, ou non, le pire, ce serait feu moteur. Un feu moteur. Feu moteur, ouais. Feu moteur parce que je crois que tu as 2 ou 3 minutes, si tu as un feu moteur, tu as un feu de manière générale sur l'avion, tu as 3 minutes pour te poser. 3, parce que moi, quand j'ai regardé l'interview que j'ai regardé un peu avant, ils avaient dit 12 minutes, je sais pas. 12 minutes. Ouais. Je sais pas, Alors ça a bougé entre-temps. Hein. On m'a toujours dit, de manière générale, il faut que tu sois posé dans les 3 à 5 minutes, de manière générale. Mais genre, du coup, tu te poses n'importe où, là où tu peux. Là où tu peux. Après, il faut faire attention, parce que quand je dis faux moteur, on peut le contrôler. On a des extincteurs sur les moteurs, on a des extincteurs dans l'avion. C'est une situation qu'on connaît, on est entraîné, surentraîné pour ce genre de situation, donc on sait faire. C'est pas une situation où on n'a aucun moyen de réaction, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et, on sait faire. Mais bon, c'est vrai que faux moteur, on va pas le jouer, quoi. On va rentrer, se poser le plus vite possible. Ok. Bah, là, comme je veux le dire, d'ailleurs, on est sur une île. On est à Mayotte. Est-ce qu'il y a une grande différence entre... C'est quoi les différences en soi entre voler un peu dans notre zone, un peu vers Mayotte et autres, et les autres secteurs? Alors, c'est quoi la particularité un peu atypique qu'on a dans l'océan Indien? Et on fait en fait ma formation en métropole. Alors c'est vraiment 2 façons de voler différentes entre la métropole et ici. Parce que là-bas, en fait, c'est, je dirais, un peu plus réglementé dans le sens où, par exemple, pour voler, on va utiliser des autoroutes en métropole. Hein. Ce qu'on appelle des airways. Ce qui fait référence un petit peu à des autoroutes où on va vraiment devoir suivre des chemins prédéterminés. Alors qu'ici, on n'a pas forcément besoin de faire ça. Par exemple, quand on fait un Djaoudji et qu'on va vers Mada, Diego, Majinga ou peu importe, en fait, on va directement sur l'aéroport, on fait une ligne droite. Là où en métropole, tu as des chemins à suivre, des virages gauche-droite. Il y a beaucoup plus de personnes à contacter aussi. Il y a beaucoup plus de ce qu'on appelle l'ATC. En fait, c'est le service de l'ATC. Comment tu peux traduire ça, hein? C'est bref, c'est la personne au sol qui gère les avions, en gros. Ok. Et donc, on a beaucoup plus à contacter en métropole ici. Ici, c'est plutôt tranquille, en fait. Ok. C'est beaucoup plus tranquille. Voilà, c'est des petites distances. Ouais, c'est des plus courtes distances. Il y a toujours un ATC. Hein. D'ailleurs, c'est Tana qui gère en fait toute la zone jusqu'à Mayotte. Et donc, mais il n'y a que. Donc là où en métropole, tu en as plusieurs à contacter, là il y en a qu'un, donc ça va. Ok. Est-ce qu'il y a c'est quoi les choses rédhibitoires? En gros, si tu as ça, comme si tu fais ça, tu peux pas être pilote. Tu peux pas être pilote, rédhibitoire. Ouais, les choses un peu rédhibitoires. Boire de l'alcool, je sais pas, peu importe. Tu peux boire de l'alcool, mais tu sais, pilote, c'est une hygiène de vie de manière générale. On est contrôlé chaque année. Chaque année, on doit aller dans un centre agréé, ce qu'on appelle la CEMPN. Donc c'est un centre d'expertise médicale réservé à l'aviation, où on a un check complet des yeux, les oreilles, le cœur, tu sais, tout ça. Donc de manière générale, bon, si tu es quelqu'un qui est fêtard, qui boit, c'est possible, hein, mais bon, faut faire attention. Parce que, par exemple, la drogue, c'est mort. Ouais, ça c'est... La drogue, ça c'est clair. Heureusement. Heureusement que c'est mort. C'est mort. T'es mort, tu fumes ou tu sniffes, non, c'est pas possible. Ouais, par contre, de ce que j'ai appris, ce qui pourrait fumer, juste fumer, ouais. T'es autorisé. Oui, enfin, genre, pas dans l'avion. Ouais, pas dans l'avion. Oui, tu peux être un fumeur. Tu peux fumer. Et quand même. Tu peux fumer. Après, comme je dis, en fait, chaque année, on fait des tests très approfondis médicaux, des tests médicaux très approfondis. C'est pas recommandé. Pas recommandé parce qu'on teste aussi les poumons. Hein. Et ouais. Donc c'est pas recommandé, mais quelque chose de rédhibitoire à part la drogue. Non, on a des tests psychologiques aussi avant d'entrer en compagnie. Oui. On s'assure que t'es pas un psychopathe qui va tuer tout le monde. Oui, effectivement. Voilà. Tu te dis, ouais, je me fais un kiff. Voilà, tout à fait. Heureusement. Donc non, de manière générale, il n'y a rien de rédhibitoire. Ouais. Mais bon, juste faire attention à soi et essayer de vivre de manière saine, quoi. Ouais, d'ailleurs, justement, c'est vrai que tu peux partir plusieurs jours, j'imagine. Et tu sais, comment tu gères un peu, toi,
de la gestion de ta vie au quotidien, parce que c'est vrai que tu es marié maintenant, tu es marié et tu es papa. C'est ça. Comment tu gères un peu ton lifestyle au quotidien? Alors moi, quand je vole, de base j'habite sur Grande Terre. Et quand je vole, en fait, j'ai trouvé un appartement sur Petite Terre. Donc quand je vole 3-4 jours d'affilée, en fait, je reste directement là-bas parce que faire les trajets, c'est fatigant. Ouais. Tout le monde connaît les problématiques qu'il y a à Mayotte. Effectivement. Et donc je passe, c'est vrai, pas mal de temps sur Petite Terre. Et dès que je peux rentrer, je rentre. Dès que j'ai 3-4 jours off, il faut que je travaille pas. Parce que de manière générale, en fait, on va pas travailler tous les jours, je pense. Donc dès que je peux rentrer, je rentre. Mais je suis sur Petite Terre majoritairement quand je travaille. Ok, super. C'est vrai que j'avais une question, mais je crois que je viens de la perdre. Ça va revenir. Oui, ça va revenir. Parlons d'argent. Parce que moi, c'est mon sujet préféré. Combien pour à Mayotte, même si je ne sais pas si tu oserais donner ton chiffre à toi, mais tu sais, un peu pour les salaires un peu en général, des pilotes un peu à Mayotte, et même si ça peut varier aussi en fonction des compagnies, qu'est-ce que tu sais toi un peu? Alors bon, déjà, comme j'ai dû le dire tout à l'heure, la formation de pilote de ligne, c'est 100 000 euros à peu près. Hein. Et puis, bon, on peut te donner une fourchette forcément. Mais tu sais, ça peut aller entre franchement 2000, 4 voire plus, là, en fonction des compagnies. Je veux dire, là, je suis pas basé forcément sur Mayotte. Moi, j'estime que je suis plutôt satisfait du salaire que j'ai à Mayotte. Hein. Mais en cas salaire de pilote, ça peut aller entre, je dirais, à les fourchettes basses, 1500. Ah ouais, tu peux. Ouais, certaines compagnies, notamment dans les pays de l'Est, je pense que t'es pas super bien payé, 1500, 2000 euros. Et puis, les compagnies comme Air France, en copilote, quand tu viens de commencer, tu peux être à 5 6 000 euros. D'accord. Mais du coup, vraiment, si on se concentre sur l'océan Indien, parce que l'océan Indien, c'est Mayotte, c'est La Réunion, c'est Madagascar, c'est quoi un peu la tranche de début un peu, et aussi le maximum que tu peux atteindre? Je pense que ça va être aux alentours entre 2 et 4 000 euros. 2 et 4 ouais. En copilote. Ouais, en copilote. Et en pilote en commandant de bord. Commandant de bord. Ouais, ça vaut plus, je sais pas, je connais pas leur salaire. Mais je sais pas, j'aurais tendance à dire entre 7 et 10 000. 7 10 000? Ouais, je pense. Hein. Peut-être plus, peut-être un peu moins, mais bon, je suis resté dans cette tranche-là. Okay, moi, je pense. Ouais. 10 000, c'est pas mal déjà. Ah oui, c'est pas mal. Hein. Mais bon, quand je vois les responsabilités qu'ils ont, les commandants de bord, c'est vraiment beaucoup de responsabilités. Hein. Parce qu'en fait, tu gères une équipe au quotidien, avec les aléas qu'il peut y avoir. C'est compliqué quand même. Le métier de commandant de bord, faut le vouloir. Ouais, faut vraiment être... Ouais, faut être bon socialement, techniquement, faut le vouloir. Quoi. Et faut tout maîtriser aussi les boutons et tout ce qui va. Oui, après ça, en fait, entre le copilote et le commandant de bord, la seule chose qui va changer, c'est l'expérience. Le commandant de bord, de manière générale, il aura beaucoup plus d'expérience que toi, ce qui est normal. Mais c'est le même métier, nous deux, on pilote. En fait, comment ça se passe? C'est, par exemple, à l'aller, on va décider qui fait l'aller, qui va piloter sur l'aller. Donc c'est moi qui va faire l'aller, par exemple, c'est moi qui va piloter sur l'aller, et puis au retour, c'est lui qui va le refaire, tu vois, on s'arrange comme ça. Ou alors, s'il est un peu fatigué, je fais l'aller-retour. Tu sais, donc, en fait, le métier, c'est le même, c'est juste qu'il a ce grade en plus, qui est commandant de bord, qui fait qu'il est responsable du vol. La décision finale, c'est lui qui va la prendre, et c'est lui qui va devoir en répondre. D'accord. Moi, j'ai une question que j'adore, je suis entrepreneur, j'adore cette question. Ouais. C'est quoi ta définition de la richesse? La richesse. La richesse. Ouais, ta définition de la richesse. C'est marrant parce que je me posais la question, justement, j'étais en train de parler il y a 2-3 jours avec mon frère aussi. C'est pas forcément de l'argent en vrai. Ma conception, hein. Oui, ma conception chacun de la sa définition. À partir du moment où t'es à l'aise, entre guillemets, financièrement, où t'as pas besoin de mendier ou des trucs comme ça, t'as une famille, t'as un toit, pour moi c'est bon, t'as ce qu'il faut, t'es assez riche pour ça. Après, si on peut avoir plus d'argent, je dirais pas non. Mais voilà, c'est pas forcément dans le sens où l'argent est synonyme de richesse, tu vois. Oui. Est-ce que tu sais, en tant que pilote, est-ce que tu en connais, ou même que toi, tu as des ambitions d'entrepreneuriat, ou tu connais déjà des pilotes qui sont aussi entrepreneurs? Oui, j'en connais, oui, tout à fait, j'en connais. Je sais qu'il y a un pilote qui est entrepreneur aussi, hein, quand il peut. Je ne sais pas comment il gère parce que l'emploi du temps est quand même assez chargé. Dans quel type de secteur? Il fait de la restauration, il fait aussi dans tout ce qui est sortie bateau. Donc c'est possible aussi d'être pilote, et entrepreneur aussi. Toi, tu ambitionnes d'être entrepreneur? Ouais, en fait, j'ai des restes un petit peu de l'époque où j'étais informaticien. Donc je suis toujours dans ce secteur-là où j'essaie de développer 2-3 trucs à côté.
D'accord. Doucement. Au fur et à mesure. Voilà, c'est ça. Là, le principal pour toi, c'est ta carrière de pilote. Voilà, tout à fait. Hein, est-ce que c'est quoi ton plus grand kiff quand depuis que t'es pilote, genre, t'es entre le décollage et comment ça s'appelle, et l'atterrissage, Ouais. c'est quoi ton plus grand kiff? Alors, moi, Genre, quand tu le fais dans l'avion, tu kiffes toujours, à chaque fois, tu prends le même plaisir. alors, déjà, même avant d'être dans l'avion, pour moi, c'est apporter de la valeur aux gens. En fait, j'adore quand je vois les gens qui partent en vacances. En général, ils passent devant l'avion et ils sont tout contents, ils prennent l'avion en photo et tout machin. Et apporter cette valeur-là, de me dire que les gens sont contents d'aller en vacances et qu'on va les ramener de la manière la plus safe possible. Hein. Et moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et puis, forcément, les phases de décollage et d'atterrissage. Moi, j'aime beaucoup l'atterrissage aussi. C'est un moment que j'aime beaucoup. Oui, c'est pas le plus compliqué, mais c'est le plus délicat, tu sais, on est concentré. Et moi, j'adore faire l'atterrissage. L'atterrissage, c'est le meilleur. Ouais. Moi, je dors tout le temps. En général, moi, dans l'avion, le décollage, je le sens pas parce que je dors Ouais. tout le temps. Je dors vite dans l'avion, très très bien d'ailleurs. Je dors mieux dans l'avion que dans mon lit en général. C'est trop Il y a un bizarre. problème là. C'est très bizarre, je Je passe sais. trop de temps dans les avions. Pendant les périodes. 2022, j'ai abusé. Ouais. Mais l'atterrissage en général, je l'apprécie aussi. Très, très bien. Ok. On va passer aux questions d'enfants. Allez. Donc, c'est 1 minute 30 où Ok. on va poser vraiment des questions assez rapides et tu vas devoir répondre un peu au tac au tac. D'accord. Ok. Par oui ou par non ou... Non, c'est des réponses que tu donnes. C'est par rapport à toi, mais comment dirais-je, tu réponds le plus rapidement possible. Ok. Il ne faut pas trop réfléchir. Ça marche. Parce que voilà, je sais que quand on fait l'interview, on prend toujours un peu le temps de soigner ses mots. Ouais. Là, c'est vraiment pour un peu plus te connaître toi et c'est vraiment instantané. Ok. Ok, commençons. Donc, première question. Quelle est la première chose que tu fais en te levant le matin? Je prends mon téléphone. Ah, ça, c'est l'habitude. C'est pas bon ça. Quelle est la mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser? Passer trop de temps sur le téléphone. Que fais-tu dans les moments de très grosse déprime? Je m'entoure de bonnes personnes. Ah, super. Quel est le dernier livre que tu as lu? Un livre de David Goggins, Plus rien ne pourra m'arrêter. Incroyable. Quelle est l'activité que tu aimerais faire le plus souvent? Du sport. Quelle société tu as découvert récemment que tu recommanderais à tout le monde? Quelle société? Quelle société? Une activité, une compagnie ou peu importe. Une entreprise, un service. J'ai découvert lire. Je lis depuis pas très longtemps et je recommande à tout le monde de lire, de se mettre dans la lecture. Mais ça marche aussi. Si tu avais une machine à remonter le temps et que tu pouvais revivre les années qui viennent de passer, que changerais-tu? Rien du tout. Si tu pouvais intégrer un livre pratique dans les programmes scolaires, parce que je sais que tu aimes beaucoup lire, lequel choisirais-tu? Père riche, père pauvre. Super, t'as super lu. Culture financière importante. Quelle est ta plus grande peur? Échouer, peut-être. Échouer? Ok. Qu'est-ce que tu regardes sur Netflix en ce moment? J'ai regardé récemment Peaky Blinders. Je recommande à tout le monde. Ah, super. On va finir avec la dernière question. Allez. Quelle est la dernière chose que tu fais avant d'aller dormir? Je pose mon téléphone. Pas mal ici. Et c'est super. Pas bien le téléphone, faut essayer de réduire tout ça. Franchement, j'ai kiffé. Ouais, Bien, ouais, ça va. Tu as vu, et franchement, j'avais encore 1000 questions. Hein. Ah ouais. Ouais, mais ça allait un peu trop tarder. Bon, peut-être une partie 2 alors.